Je m'appelle Winona Albrook. J'ai 82 ans et je vis dans une maison en briques tranquille, nichée dans une rue paisible de Greenville, en Caroline du Sud. J'y vis depuis 47 ans. J'ai élevé 2 filles, enterré un mari et planté chaque rosier du jardin de mes propres mains. On pourrait croire que je suis désormais invisible aux yeux du monde. Et d'une certaine manière, peut-être que je le suis. Mais je n'étais pas invisible ce jour-là. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. J'avais préparé mon thé Earl Grey, infusé juste assez longtemps, et je me suis assis dans la véranda avec mes mots croisés et ma bouillotte. Mes genoux bourdonnaient de froid, mais cela ne me dérangeait pas. J'avais appris depuis longtemps que la douleur, à sa manière étrange, est la preuve qu'on est toujours là. Ma fille, Lorraine, était passée avec son mari, Pierce. Pas pour moi, bien sûr, pas vraiment. Ils étaient venus inspecter le frigo, le courrier. Moi. C'était devenu une routine. Depuis ma 2e chute, l'hiver dernier, ils tournoyaient comme des vautours. Je déteste le dire comme ça, mais la vérité a parfois un goût amer. Ils m'apportèrent des provisions. Lorraine les rangea soigneusement dans le garde-manger, vérifiant les dates comme si j'étais une enfant qui avait fait des réserves de bonbons. Pierce erra dans la maison comme si elle n'était pas à moi. Il ouvrit les tiroirs, passa un doigt sur la cheminée. Comme s'il l'imaginait déjà sans moi. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste souri, hoché la tête et continué à plier mon torchon. C'est ce qu'on fait à 82 ans. On disparaît petit à petit, à commencer par la voix. Quand Lorraine est sortie pour répondre au téléphone, je me suis dirigée lentement vers la cuisine pour rincer ma tasse. C'est là que je l'ai entendue. Claire comme le jour. Assez fort pour me couper le souffle. Pourquoi est-elle encore en vie? La voix de Pierce. Aiguë. Agacée. Comme s'il parlait d'un appareil en panne qui n'arrêtait pas de biper. Je me figeai. L'eau du lavabo continuait de couler. Ma main tremblait sur la porcelaine. Je restais là, juste là, de l'autre côté du mur. J'entendais le plancher craquer sous ses mocassins hors de prix. Il ne savait pas que j'étais là. Ou peut-être qu'il l'a fait. Elle aurait dû partir il y a des mois, murmura-t-il. J'en ai marre d'attendre. Mes genoux ont fléchi et je me suis agrippée au comptoir pour rester debout. Il continuait à parler. Des mots bas et amers que je ne parvenais pas à déchiffrer. Quelque chose à propos du testament. Quelque chose à propos de la vente de la maison. Ma maison. Lorraine revint et la conversation changea. Soudain, il n'était plus que sucre et soupir. Ta mère a l'air fragile, dit-il assez fort pour que je l'entende. On devrait vraiment parler de la suite. Prochaines étapes. Je me suis essuyé les mains avec la serviette. Mon cœur battait fort, comme s'il essayait de me prévenir. J'avais été stupide. Je leur avais accordé trop de confiance. Trop de clés. Trop d'accès. J'avais été gentille. J'avais été patiente. Je les avais aimés comme s'ils étaient encore des enfants. Et j'avais fait une terrible erreur. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise sur mon lit et j'ai contemplé la photo sur ma commode. Mon défunt mari, Milton, souriait dans le vent à Myrtle Beach. Je lui ai murmuré quelque chose, comme je le fais souvent. Je pense qu'ils essaient de m'effacer, chérie, dis-je. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai cessé de me sentir vieille. J'ai cessé de me sentir comme un fantôme. J'ai commencé à me sentir comme quelqu'un qui avait été sous-estimé. J'ai décroché le téléphone. Pas pour appeler Lorraine. Pas pour appeler le médecin. J'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Eddie? Ai-je demandé quand elle a répondu. C'est Winona. J'ai besoin d'un service. Sa voix résonnait dans le haut-parleur avec la même fougue qu'elle avait en 1974. Quel genre de faveur? Je regardais par la fenêtre le clair de lune froid qui se projetait sur le jardin. Les roses étaient nues maintenant. Mais au printemps, elles refleuriraient. Je pense qu'il est temps que je fasse quelques changements, ai-je dit. Et je ne veux pas que quiconque le sache pour l'instant. La ligne resta silencieuse un instant. Puis Eddie rit. Un rire bref et entendu. Oh chérie, dit-elle. Il était temps. Et comme ça, le jeu a commencé. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau de laine grise et mes chaussures d'église les robustes à semelles en caoutchouc,
et j'ai descendu les marches, la tête haute. Je n'ai dit ni à Lorraine ni à Pierce que je quittais la maison. C'était le premier secret que je leur cachais. Eddie m'a retrouvée au restaurant. Elle était assise à notre ancienne banquette près de la fenêtre, sirotant un café noir et tapotant la table de ses longs ongles roses, comme toujours. On ne s'était pas vu depuis près de 5 ans, mais c'était comme si le temps n'avait pas passé. « Tu es superbe, Winona », dit-elle en faisant glisser le sucre vers moi. « Tu es forte. Ce gendre diabolique ne t'a pas encore vidé de toute sa substance. » J'ai souri, mais mes mains tremblaient. Je n'avais pas encore prononcé ces mots à voix haute, même pas à moi-même. Je l'ai entendu dire ça, lui ai-je dit. Pierce. Il m'a demandé pourquoi j'étais encore en vie. Ses lèvres se pincèrent. Elle n'avait pas l'air surprise. Juste en colère. Ils tournent autour d'eux comme des faucons, ai-je continué. Depuis la mort de Milton. Lorraine essaie de faire croire à l'amour. Mais tout tourne autour de la maison. Du terrain. De l'assurance. Des comptes en banque. Eddie se pencha. As-tu toujours le deuxième testament? J'ai hoché la tête. Milton et moi l'avions mis à jour 6 mois avant sa crise cardiaque. Discrètement. Chez l'avocat de Greer, celui dont personne dans la famille n'avait connaissance. Nous avions tous deux commencé à nous sentir mal à l'aise avec Pierce. Sa nature autoritaire. Son besoin de s'immiscer dans nos finances. La façon dont Lorraine avait commencé à faire écho à ses paroles, et non aux siennes. Dans ce Nouveau Testament, la maison n'était pas léguée à Lorraine, ni à aucun membre de la famille. Nous l'avions cédée, en totalité, à une fondation caritative à mon nom. J'y vivrais jusqu'à ma mort. Après cela, le terrain deviendrait un lieu de retraite pour les veuves. Un lieu sûr où les femmes âgées pourraient se reposer et récupérer. Nous l'avons appelé le projet Maison Tranquille. Et personne n'en savait rien, sauf moi, Milton et l'avocat, Alan Kent. Et Eddie. Je le lui avais annoncé devant des crêpes le jour de la signature. Elle avait pleuré dans son sirop. Tu donnes aux gens un endroit où exister, avait-elle dit. Pour être vue. Pour ne pas être jetée. Je remuais lentement mon café. Je n'ai jamais rien dit à Lorraine. Elle est persuadée qu'elle héritera de tout. Eddie sourit d'un air sombre. Alors il est temps qu'elle apprenne qu'elle ne le fera pas. Je veux le moderniser, dis-je. Qu'il soit blindé. Que personne ne puisse le toucher. Surtout pas lui. Elle fouilla dans son sac à main et glissa une carte de visite sur la table. Alan est toujours en exercice. Je l'ai appelé hier soir. Il te verra mardi. Confidentiel. J'ai pressé la carte entre mes paumes. J'avais l'impression de tenir une allumette. Petite, mais puissante. Je veux aussi transférer de l'argent, ai-je dit. Eddie haussa un sourcil. J'ai des économies sur le compte joint que Lorraine a ouvert pour m'aider à gérer mes affaires. Mais je n'y ai jamais touché. Il y a presque 90 000 $ dedans. Je veux qu'on s'en débarrasse. Avant qu'il ne fasse une bêtise. Eddie éclata de rire. Espèce de rusé. C'est ce que j'aime entendre. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Ni à propos du chèque que Lorraine m'a fait signer pour les charges, qui s'est avéré être pour un spa de luxe. Ni à propos de la façon dont Pierce lui avait murmuré dans un coin pendant que je faisais la sieste sur le porche. Ni à propos de ce sentiment que j'avais, qu'il m'attendait point glissé. Non, je l'ai gardé pour moi. Parce qu'au fond, je savais déjà ce que j'allais faire. Et il me faudrait de la patience. Le mardi matin arriva tranquillement. Alan Kent était toujours le même, la voix douce, le souci du détail, une poignée de main significative. Son bureau sentait le cèdre et le vieux papier. Il ne perdait pas de temps. « Winona, dit-il tandis que je m'asseyais, tu n'es pas la première cliente que j'ai récemment dont la famille veut qu'elle parte. Mais tu es l'une des rares à être arrivée à temps. » Il a parcouru les documents avec moi, ligne par ligne. Nous avons ajouté une clause révoquant la procuration de Lorraine. Nous avons mandaté un avocat spécialisé en soins aux personnes âgées. Nous avons désigné Eddie comme contact secondaire. Puis nous avons transféré les comptes bancaires. Au moment où j'ai quitté ce bureau, mes mains étaient plus stables. Ma respiration est devenue plus facile. Le pouvoir changeait lentement. De retour à la maison, Lorraine revint avec Pierce.
Elle apporta des lasagnes et une pile de courrier. Pierce était silencieux ce jour-là, mais je l'ai surpris à m'observer. Comme s'il mesurait quelque chose. Il souriait en pensant que je ne voyais rien, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Juste de la faim. Il n'avait pas remarqué la photo encadrée manquante dans le couloir. C'était celle de moi, Milton et nos filles à Myrtle Beach. Je l'avais retirée discrètement la veille au soir. Je l'avais cachée dans le placard à linge. Il ne savait pas que j'avais vidé le coffre-fort. Ou que les bijoux que Lorraine avait toujours regardés avaient été déplacés dans un coffre-fort à la banque. Ils n'ont même pas remarqué le dossier rouge posé dans mon armoire à couture, étiqueté « Ne pas toucher ». À l'intérieur se trouvait une copie intégrale et notariée du Nouveau Testament. Ils pensaient que j'étais lent. Ils pensaient que j'étais faible. Mais j'ai été patient. Et j'en avais assez d'être effacé. Une semaine plus tard, j'ai surpris une autre conversation. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, c'est juste que mon audition était moins mauvaise qu'il le pensait. Lorraine était debout dans la cuisine, le téléphone collé à sa joue, et chuchotait à tue-tête. Je ne peux pas encore la pousser. Elle est trop alerte. Mais si elle retombe ou oublie quelque chose d'important, on la fera réexaminer par les médecins. Non, je ne pense pas qu'elle résistera. Elle est fatiguée, Pierce. Elle ne verra rien venir. Je fermai doucement la porte du couloir et retournai dans ma chambre. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une ligne. Il s'apprête à me déclarer incompétent. Puis j'ai décroché le téléphone. Alan. C'est encore Winona. Je pense qu'il faut ajouter une clause de défense médicale. Et je devrais peut-être enregistrer quelques conversations. Sa voix à l'autre bout du fil était calme. Posez. On va prendre les devants, Madame Albrook. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je n'ai pas vu de femme fragile. J'ai vu quelqu'un qu'ils ont sous-estimé. Et ils étaient sur le point d'apprendre le prix de cette erreur. En décembre, les rumeurs se sont transformées en projets. Ils ne se cachaient même plus. Lorraine a commencé à me parler plus lentement, comme si j'étais soudain devenue une enfant. Elle a appelé mon médecin dans mon dos, essayant de programmer des examens que je n'avais pas demandés. J'ai reçu des copies des messages vocaux d'Alan, qui avait discrètement verrouillé mon dossier médical. Pierce m'a même apporté des brochures. Résidence pour personnes âgées assistées. Juste quelque chose à regarder, Winona, dit-il avec un sourire trop large. Un endroit paisible. Sûr. Avec des soins à temps plein. Tu mérites de te reposer. J'avais envie de rire, mais ma mâchoire s'est crispée. Parce que j'ai vu ce qu'il n'a pas dit. Nous voulons vos clés. Nous voulons votre terrain. Nous voulons votre certificat de décès. Le plus dur n'était pas les brochures. Ce n'était pas une fausse inquiétude. C'était voir Lorraine devenir une étrangère. C'était ma fille. Ma petite fille qui pleurait quand je la quittais à la maternelle. Qui préparait des muffins aux myrtilles avec moi tous les dimanches. Et maintenant, elle me regardait comme une boîte qu'elle avait hâte de remplir et d'étiqueter point faire un don. Un après-midi, elle se tenait dans mon jardin, les mains sur les hanches, et m'a demandé « Tu ne préférerais pas être dans un endroit plus chaud ? Avec des infirmières qui savent ce qu'elles font ?» Je me suis penchée pour arracher une mauvaise herbe. Mes genoux me faisaient mal, mais je suis restée stable. J'ai planté ce rosier le jour de tes 12 ans, ai-je dit. Tu as pleuré parce que tu pensais qu'il allait mourir à cause du gel. Tu m'as obligée à le recouvrir d'une vieille couette. Elle cligna des yeux, confuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en souvienne. Mais je l'ai fait. Et c'est ce qui a rendu tout cela si douloureux. Le plan m'est venu lors d'une nuit blanche, alors que je fixais le ventilateur de plafond et sentais le silence peser sur moi comme un poids. S'ils voulaient que je parte, je leur montrerais à quoi ressemblait vraiment le passé. Ni dans un cercueil, ni dans une maison. Je disparaîtrais selon mes propres conditions. Eddie a appelé le lendemain matin. Je reconnais ce regard dans ta voix, dit-elle. Qu'est-ce que tu mijotes? Je pars un moment, lui ai-je dit. À la maison de plage. Non. Un endroit où ils ne regarderont pas. Un endroit où je pourrai observer tout ce qui se passera, sans être dans leur champ de vision. Elle n'a pas posé de questions. Dites-moi ce dont vous avez besoin. J'ai écrit un petit mot.
Je l'ai plié une fois et laissé sur la table de la cuisine, sous une tasse de thé. Il disait, je suis parti me vider la tête. T'inquiète. Maman. J'ai ensuite rempli une petite valise avec juste ce qu'il fallait. Mes médicaments, mes papiers, mon deuxième téléphone portable et ma photo de mariage. J'ai fermé la maison à clé, je suis monté à l'arrière de la vieille Buick d'Eddie et j'ai disparu. Nous avons roulé 4 heures vers l'ouest jusqu'à une petite ville près d'Asheville. La nièce d'Eddie y avait un chalet rustique avec une chambre, une cheminée, un bon Wi-Fi et un calme absolu. J'ai payé en espèces. Personne n'a posé de questions. Le lendemain, j'ai regardé le drame se dérouler, depuis mon téléphone. Lorraine a posté un message dans le groupe de discussion du quartier. Quelqu'un a vu ma mère? Elle a laissé un mot étrange et ne répond plus au téléphone. Pierce a poursuivi avec quelque chose de plus froid. Elle est probablement désorientée. Si quelqu'un la trouve, veuillez nous prévenir immédiatement. Elle a des problèmes de mémoire. Ils ont appelé la police. J'ai déposé un rapport de personnes disparues. Mais parce que j'étais mentalement compétent, juridiquement sain et que j'avais parfaitement le droit de partir, rien ne s'est produit. Je n'étais pas perdu. J'étais disparu. Pendant ce temps, je restais dans la cabine et je faisais des mouvements. Avec l'aide d'Alan, nous avons discrètement transféré le siège social du Trust en Caroline du Nord. Eddie s'est occupé de la réexpédition du courrier. J'ai utilisé mon deuxième téléphone pour installer un système de caméra privée à la maison. Pierce ignorait totalement que je regardais. Et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Ils sont venus le lendemain de mon départ. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé des placards, feuilleté ma Bible comme si c'était un classeur. Ils cherchaient le testament. Mais il n'était pas là. Lorraine était assise sur le canapé, la tête entre les mains. Elle a perdu la boule, marmonna-t-elle. On aurait dû agir plus vite. Pierce était froid. Si on la retrouve morte, on aura quand même la maison. Mon souffle s'est arrêté. Il l'a dit comme s'il commandait le déjeuner. Cette nuit-là, j'ai regardé la vidéo encore et encore, revenant sur ses paroles. Si elle est retrouvée morte. Il ne savait pas qu'il était filmé. Il ne savait pas que ces mots seraient le clou dans son propre cercueil. La 3e semaine, j'ai contacté le shérif Darby, un vieil ami de Milton qui me devait encore une faveur. Je lui ai envoyé la vidéo. Rien de dramatique. Juste assez pour déclencher des signaux d'alarme. Le shérif a répondu dans l'heure. « Où es-tu, Winona? Es-tu en sécurité? » « En sécurité, répondis-je. On observe. On se rassemble. On attend. » Darby savait qu'il valait mieux ne pas pousser. « Je monte un dossier, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de temps. Et d'une tempête. » Et la tempête est arrivée, pile au bon moment. Le 3 janvier, Lorraine a essayé de mettre la maison en vente. Elle s'est rendue chez un agent immobilier local avec un document qu'elle prétendait être le testament. Une copie obsolète, signée 15 ans auparavant, avant même la création de la fiducie. L'agent immobilier a fait une recherche rapide sur le titre et a haussé un sourcil. « La propriété n'est pas à votre nom, dit-il. Elle appartient à une association à but non lucratif. » Elle est devenue rouge. Appelez Pierce. Pierce est arrivé en trombe, plein de menaces. L'agent immobilier a calmement imprimé l'acte public et le leur a remis. Cette nuit-là, ils sont revenus chez moi et l'ont saccagé. Les images de surveillance les ont montrés en train de saccager ma chambre. Retourner mon matelas. Déchirer les tiroirs de couture. Pierce a crié. Lorraine a pleuré. Et puis il l'a répété. Elle n'est pas encore morte. Mais peut-être a-t-elle besoin d'un petit coup de pouce. Et comme ça, j'en ai eu assez. Assez pour appeler Alan. Assez pour appeler le shérif Darby. Assez pour arrêter de regarder. Et commencer lutte. Je suis rentré chez moi exactement 32 jours après mon départ. Sans tambour ni trompette. Sans valise ni sourire. Je suis sorti de la Buick d'Eddie juste après le crépuscule, vêtu du même manteau gris que j'avais laissé. La lumière du porche était allumée. L'air était immobile. Et la porte d'entrée était grande ouverte. À l'intérieur, la maison était en ruine. Les tiroirs s'ouvrirent brusquement. Les tableaux tombèrent du mur.
La lampe en verre de ma grand-mère vola en éclats sur le sol comme des confettis de chagrin. C'était le chaos. Mais c'était mon désordre. Et j'étais de retour. Je n'ai pas pleuré. Je suis entré dans la cuisine, me suis servi un verre d'eau et me suis assis sur ma chaise comme je le faisais depuis des décennies. J'ai pris la télécommande, allumé les informations et attendu qu'on frappe à nouveau à la porte. C'est arrivé le lendemain matin. 2 voitures de patrouille. Le shérif Darby sortit le premier. Grand, le regard doux, sa présence empreinte d'autorité et de gentillesse était empreinte de respect. Son adjoint le suivait, un dossier à la main. Darby retira son chapeau. « Winona. Content de te voir saine et sauve. » J'ai hoché la tête. J'ai observé. Il sourit légèrement. Je m'en doutais. Je les ai invités à entrer et leur ai servi du café, ignorant la lampe cassée comme si elle n'était pas là. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table et j'ai ouvert la vidéo. Le son était clair, horodaté et non monté. Darby se pencha. Au moment où Pierce l'a dit. Elle n'est pas encore morte. Mais peut-être a-t-elle besoin d'un petit coup de pouce. Darby se rassit en soupirant. Ce n'est pas seulement de l'insensibilité, dit-il. C'est de la préméditation. Et si on fouille dans son passé, peut-être plus. L'adjoint m'a remis un document imprimé. Madame Albrook, avec votre permission, nous aimerions ouvrir une enquête officielle. Sur Pierce. Sur des tentatives d'escroquerie, d'intimidation ou de préjudice envers une personne âgée protégée. Sur de possibles maltraitances envers des personnes âgées. Sur des malversations financières. Sur des actes de coercition. J'ai hoché la tête. Fais-le. À la fin de la semaine, l'enquête était en cours. Lorraine et Pierce ont reçu des assignations à comparaître. Leurs comptes ont été gelés. Leurs téléphones saisis. J'ai observé tout cela depuis ma véranda, sirotant un Earl Grey comme si c'était du thé sucré. Les voisins sont passés discrètement, certains pour bavarder, d'autres pour s'excuser de ne pas être venus plus tôt. Je n'ai pas jugé. Parce que je savais combien il était facile de passer à côté de ce qui se trouve juste devant soi. Surtout quand tout est enveloppé de silence et de politesse. Alan est venu me voir jeudi avec un dossier et un sourire. « Tu as été très occupé, » a-t-il dit. « J'ai été en vie, » ai-je répondu. Nous avons mis à jour les documents à but non lucratif pour le projet Kiehaus. J'ai ajouté quelques nouveaux noms au tableau, des enseignantes à la retraite, des veuves de l'église, des femmes qui avaient des histoires comme la mienne mais qui n'avaient pas de voix pour les raconter. La maison me survivrait. Mais l'histoire? Cela ne faisait que commencer. Puis vint le jour où j'ai revu Lorraine. Elle s'est présentée à ma porte, les yeux gonflés, tenant un sac de biscuits achetés en magasin comme s'il s'agissait d'un traité de paix. « Maman » murmura-t-elle. Je n'ai rien dit. Elle est quand même entrée. Le silence entre nous était plus lourd que l'air. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin, dit-elle, presque sur la défensive. Je ne pensais pas. Tu n'as pas pense, je l'ai interrompu. Tu voulais juste. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Tu voulais la maison, le terrain, l'argent. Et tu étais prêt à m'éliminer pour l'obtenir. Tu n'avais pas besoin de lever la main. Tu devais juste te taire pendant qu'il planifiait tout. Les larmes ont coulé, mais je ne l'ai pas réconforté. Parce que j'avais assez pleuré pour nous deux. Je suis désolée, murmura-t-elle. Es-tu désolée parce que je suis en vie ou parce que je suis revenu plus intelligent? Elle n'avait pas de réponse. Et je n'en avais pas besoin. Pars, dis-je doucement. Ce n'est plus ta maison. Tu l'as abandonnée le jour où tu as choisi le silence. Elle est sortie lentement. J'ai fermé la porte derrière elle et je l'ai verrouillée, non pas par peur, mais par nécessité. 3 semaines plus tard, Pierce était inculpé de multiples chefs d'accusation. Fraude, coercition et tentative d'exploitation d'une personne âgée. Lorraine était citée comme complice, mais proposait une négociation de peine en échange de son témoignage. Le procureur a qualifié cela de « cas rare mais classique de harcèlement successoral ». Je l'ai appelé par son nom, une trahison. Mais je ne l'ai pas laissé me détruire. Je l'ai laissé faire carburant moi. Parce que les femmes comme moi ne disparaissent pas. Nous nous levons. Nous reconstruisons. Nous récupérons.
Un soir de mars, je me tenais sur ma véranda, à contempler les rosiers. Le gel avait fondu. De nouveaux bourgeons se formaient. La première fleur rose s'était ouverte discrète, vigoureuse, belle. Tout comme moi. J'avais survécu au silence de ma fille. Aux manigances de mon gendre. À l'empressement du monde à m'oublier. Et j'étais toujours là. Pas seulement vivant. Vie. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. À la mi-avril, le magnolia devant la maison était en pleine floraison. Les rosiers le long de la clôture s'étaient largement ouverts et les glycines s'enroulaient autour des balustrades du porche comme de vieilles amies qui se serraient fort. Je restais pieds nus dans le jardin, sentant la terre entre mes orteils, laissant le vent caresser ma nuque. Je n'avais pas seulement récupéré ma maison. Je l'avais réutilisée. Après l'inculpation de Pierce et la disgrâce publique de Lorraine, les habitants de la ville se mirent à chuchoter. Mais pas avec la cruauté d'autrefois. Pas avec le jugement que je craignais. Ces murmures s'accompagnaient de regards en coin et de discrets hochements de tête respectueux. J'ai entendu ce qui s'est passé, disait quelqu'un à l'épicerie. Puis, après une pause, tu as été courageux. Mais il ne s'agissait pas d'être courageux. Il s'agissait d'être prêt. Prêt à leur montrer que les vieilles femmes ne disparaissent pas sans bruit. Nous nous transformons. C'est à ce moment-là que j'ai convoqué la première réunion. Eddie m'a aidé à installer les chaises. Nous avons préparé 2 cafetières et préparé des barres au citron maison, comme nous le faisions pour les ventes de pâtisserie du dimanche. Et quand les femmes sont arrivées 5, puis 7, puis 10, je les ai accueillies non pas comme des invitées, mais comme des fondatrices. Cette nuit-là, je me tenais dans ma véranda et je disais « Bienvenue à Accent Grave, le projet qui est Chaos, où les femmes oubliées viennent se souvenir d'elles-mêmes. » L'idée m'est venue il y a des années, sous forme de simples gribouillis dans les marges de mon journal. Je rêvais d'un lieu où les femmes âgées, en particulier les veuves, les divorcées et celles chassées par leur propre famille, pourraient se rassembler, respirer et guérir. Après le décès de Milton, le rêve est devenu plus fort. Maintenant, après avoir survécu à ce que ma propre fille avait essayé de faire, c'est devenu urgent. Nous avons commencé petit. Cercle de thé mensuel. Atelier de journalisation. Séminaire juridique avec Alan, où il a appris à ces femmes à rédiger leur propre testament, à attribuer une procuration digne de confiance et à protéger leurs biens contre la cupidité de leurs proches. Eddie a donné un cours d'autodéfense, oui, à 79 ans, avec un shérif à la retraite nommé Lucille. Une femme, Marlène, a pleuré après la première séance. Je ne me suis pas sentie aussi en sécurité depuis des années, a-t-elle déclaré. Même chez moi. Une autre, Janice, murmura. Je pensais être la seule dont le fils avait essayé de la placer dans un foyer juste pour toucher sa pension. Elle n'était pas seule. Aucun d'entre nous ne l'était. Et plus nous parlions fort. Dans les 6 mois, le projet qui est House des un murmure, nous étions devenus un mouvement. Nous avons reçu une petite subvention du comté après qu'une assistante sociale a eu vent de notre action. Un journaliste du journal local est venu nous interviewer, et a finalement assisté à toute la réunion. Le titre du lendemain disait « Les femmes âgées trouvent de la force dans le silence et les unes dans les autres ». Nous avons imprimé cet article et l'avons encadré au-dessus de la cheminée. Je me suis assis en dessous pendant de nombreux après-midi, regardant le soleil pénétrer à travers les fenêtres et écoutant les femmes partager des histoires qui n'avaient jamais été racontées à voix haute. Histoires de fils qui les ont trompées pour les empêcher d'accomplir leurs actes. Des filles qui ont pris et n'ont jamais rendu. Des voisins qui pensaient que « vieux » signifiait « inutile ». Nous avons écrit ces histoires. Nous les avons compilées dans un classeur appelé Pas encore terminé. Et je me suis assuré que chaque femme parte d'ici en sachant une chose. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un fondement. Lorraine a appelé une fois. Juste une fois. C'était un mardi de mai, et j'étais agenouillée dans le jardin, plantant de la sauge à côté des rosiers. Mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit que c'était le cas. J'ai répondu. Maman. Sa voix était faible, comme si elle rampait à travers les parasites. Je voulais juste vous dire que je suis désolée. Encore une fois. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Ils disent que Pierce risque une peine de prison. Je ne savais pas jusqu'où il irait. J'ai fait une erreur.
Tu me manques. Ma main reposait sur le sol frais. La fille que tu étais me manque, dis-je doucement. Un silence planait entre nous. Lourd. Immobile. Je comprends, murmura-t-elle. J'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué le numéro. Mais je ne l'ai pas sauvegardé non plus. Plus tard dans la soirée, j'ai traversé la maison. J'ai traversé l'ancienne pièce de couture, transformée en coin lecture. J'ai traversé le petit salon, autrefois silencieux et froid, désormais résonnant de rires et de notes de piano, grâce à Eleanor, une professeure de musique à la retraite qui s'était jointe à notre groupe. Ce n'était plus seulement une maison. C'était un sanctuaire. Et je l'avais construit, non pas avec des briques et de l'argent, mais avec de la douleur, un objectif et des femmes comme moi. Nous étions la génération qu'ils ont oubliée. Ceux qui ont retenu tout le monde alors que personne ne demandait si nous avions besoin d'être retenus. Mais plus maintenant. Nous construisions quelque chose ici. Un endroit dont on se souvient. Un endroit pour riposter. Un endroit pour commencer. Et juste au moment où je pensais que l'histoire était terminée. On frappa à la porte. Pas Lorraine. Je ne suis pas journaliste. Une jeune femme. Pas plus de 22 ans. Elle semblait nerveuse, serrant un sac et un carnet. Elle souriait doucement. « Êtes-vous Madame Albrook ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Nina. Je fais mon mémoire sur l'injustice envers les personnes âgées. On m'a dit que c'était à vous qu'il fallait s'adresser. » J'ai cligné des yeux. Un thèse de fin d'études. J'ai ouvert la porte en grand. « Entre, mon enfant, dis-je en souriant. Laisse-moi te raconter une histoire. » Nina est revenue le lendemain. Et celui d'après. Ce qui avait commencé comme un mémoire universitaire a rapidement pris une dimension plus vaste. Elle s'est assise avec chaque femme dans la maison du silence, enregistrant leurs histoires avec soin et respect, sans jamais se précipiter ni juger. Elle a écouté Marlène décrire le jour où sa fille unique a falsifié sa signature sur un prêt hypothécaire inversé. Elle a pleuré avec Laverne, qui avait été enfermée hors de sa propre chambre par son petit-fils après qu'elle ait cosigné son prêt automobile. Elle m'a écoutée, vraiment écoutée, pendant que je lui racontais toute l'histoire de mon gendre qui s'était tenu dans ma cuisine et avait dit « Pourquoi est-elle encore en vie ?» Nina a tout écrit. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Me laisseriez-vous transformer cela en documentaire? Au début, j'ai hésité. Je ne voulais pas être un visage sur un écran. Je ne voulais pas qu'on me prenne en pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu de la voix de Lorraine lorsqu'elle a dit « Tu mérites de te reposer », et comment Pierce m'a regardé comme si j'étais un meuble pourri. Il ne s'agissait pas de pitié. C'était une question de pouvoir. J'ai regardé Nina dans les yeux et j'ai dit « Oui. Raconte-moi exactement comment c'est arrivé. » Elle l'a appelé toujours la « Histoire de la maison tranquille ». La bande-annonce est sortie 2 mois plus tard. Elle s'ouvrait sur un plan de mon jardin, suivi d'un zoom lent sur mon visage tandis que je disais « Ils voulaient que je parte. Mais je suis restée. Je suis restée, et je les ai vus se pendre avec leurs propres cordes. » Le documentaire n'est pas devenu viral du jour au lendemain. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Les médias locaux l'ont d'abord relayé. Puis une juge à la retraite de Géorgie l'a partagé sur son blog, écrivant « Cela devrait être démontré dans tous les tribunaux traitant du droit des personnes âgées. » En une semaine, la vidéo a atteint les 100 000 vues. Puis la télévision nationale a appelé. Je me suis retrouvée assise sur un canapé bleu moelleux dans un studio new-yorkais, vêtue d'un nouveau pull choisi par Eddie. Nina était assise à côté de moi, nerveuse mais rayonnante. En face de nous se trouvait une célèbre présentatrice d'émissions matinales bien intentionnée, quoique un peu répétitive. « Tu as révélé quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas, » dit-elle en me regardant. « Tu as résisté à tes proches. Qu'est-ce qui t'a donné cette force ?» J'ai souri. Pas poliment, mais sincèrement. Ils pensaient que j'étais faible parce que je restais silencieux. Mais silence ne signifie pas impuissant. Silence signifie observer. Attendre. Savoir exactement quand parler. L'animateur cligna des yeux. Le public applaudit. Je n'ai pas bronché. Parce que je ne jouais pas. J'étais témoigné. Après la diffusion du segment, les courriels ont afflué. Des femmes du Missouri, de l'Utah, du Michigan, et même du Canada.
Certaines ont à peine 50 ans, d'autres ont plus de 90 ans. Ils ont tous dit la même chose. Je pensais être seule. Le site web de Kiehaos a été bloqué par le trafic. Nous avons lancé une page de dons et avons récolté suffisamment en 2 jours pour financer une extension. Eddie a pleuré quand je le lui ai annoncé. Puis elle s'est mise à dessiner des plans comme si elle construisait Rome elle-même. L'assistant d'un sénateur a appelé, puis le doyen d'une faculté de droit, puis une association à but non lucratif du Texas qui souhaitait reproduire le modèle. Le bruit est devenu plus fort. Mais je suis restée immobile. Enracinée. Tout comme mes roses. Un matin, Lorraine réapparut. Elle paraissait différente cette fois. Plus petite. Comme si le poids de la vérité s'était enfin installé dans ses os. Au travail, mes collègues ont vu le documentaire, dit-elle, debout, maladroitement, à l'entrée. J'ai perdu quelques amis. Des clients. C'est comme si ma vie entière s'était fissurée. J'ai hoché la tête. C'est la vérité qui fait ça. Elle hésita. Tu aurais pu me détruire complètement. Je le pourrais encore, répondis-je calmement. Mais tu ne l'as pas fait. Je l'ai regardée. Ma fille. Une femme que j'avais élevée pour être forte. Une femme qui m'avait trahi parce qu'elle avait peur pour son propre avenir. Non, Lorraine. Je ne t'ai pas détruite. Tu as fait ça toute seule. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta. Je travaille dans un refuge maintenant, dit-elle. Pour les femmes. Ce n'est pas grand-chose. Mais, j'essaie. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais. Mais j'ai laissé la porte ouverte. C'était suffisant pour l'instant. La semaine suivante, je me tenais sur le porche, un micro à la main. La presse locale encerclait la maison, et une nouvelle plaque de bronze venait d'être percée dans le mur de pierre près du portail. Le projet Kiehaos, un foyer pour les femmes que le monde a oubliées. J'ai parlé lentement, prudemment, sachant que chaque mot résonnerait. Certains pensent que vieillir signifie devenir invisible. Remplaçable. Faible. Mais nous ne sommes pas faibles. Nous sommes les pages sur lesquelles ils ont écrit. Les mains qui les ont tenues. La mémoire à laquelle ils s'inspirent. Et ce n'est pas fini. Applaudissements. Les appareils photo clignotent. Derrière moi, des femmes se tenaient côte à côte. Des survivantes. Des guerrières. Des fondatrices. Marlène. Janice. Laverne. Éléonore. Eddie. Et moi. Winona Albrook. 82 ans. Toujours là. Toujours en hausse. À l'arrivée de l'été, la Kiehaos n'était plus seulement un sanctuaire. C'était une révolution. Nous avions plus de 50 femmes sur liste d'attente. Les autorités du comté ont commencé à nous adresser des recommandations. Un collège local offrait des heures de thérapie gratuites à nos membres dans le cadre de son programme de travail social. Une boulangerie, un peu plus loin, livrait gratuitement du pain chaud tous les jeudis. Les gens commençaient à croire en nous, non par pitié, mais parce qu'ils voyaient la force que nous avions bâtie de nos propres mains. Mais derrière les applaudissements, j'ai ressenti autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je commençais à être fatiguée. Pas le genre de fatigue qu'on dissipe avec une sieste. Celle qui s'installe dans les os, lentement et sincèrement. Mon médecin m'a gentiment dit que mon cœur ne rebondissait plus comme avant. J'avais des vertiges. Des nuits où ma poitrine était comme en équilibre sur du verre. Mais j'ai persévéré. Parce que j'avais du travail à finir. Un matin d'août, j'ai retrouvé Alan. Il est entré avec une chemise en cuir, une thermos de thé et un regard qui laissait entendre qu'il savait déjà ce que j'allais lui demander. Je veux parler de succession, lui ai-je dit. Il hocha la tête. Nous savions que ce jour viendrait. Je ne veux pas que cet endroit dépende de ma survie éternelle, dis-je en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Je veux qu'il grandisse, même après mon départ. Nous avons donc créé un plan. Un véritable conseil d'administration composé de femmes du groupe initial et de nouvelles alliées formées en cours de route. Nous nous sommes associés à une fondation géorgienne qui avait déjà ouvert 2 maisons similaires à la nôtre et, ensemble, nous avons élaboré le projet d'un réseau national de maisons tranquilles. Nous l'avons appelé l'initiative Toujours là. J'ai laissé des instructions claires dans mon testament. Comment la terre serait entretenue, comment la mission évoluerait,
Comment mon histoire ne serait jamais utilisée pour la pitié, seulement pour la force. J'ai également écrit une clause finale. Le jardin doit rester ouvert. Peu importe ce qui arrive à la maison, peu importe qui va et vient, les roses, les magnolias et les glycines doivent être gardées en vie. Parce que ces racines, elles étaient miennes. Un soir, Nina revint, plus âgée maintenant, rayonnante de la lumière de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation. J'ai été invitée à prendre la parole au Women's Policy Summit à Washington, a-t-elle déclaré, les yeux écarquillés. Ils veulent que votre histoire soit mise en avant. J'ai ri. Ils savent que je ne suis pas politicienne, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas d'un politicien, a-t-elle déclaré. Ils veulent un révolutionnaire. Elle se pencha plus près. Viens avec moi, Winona. J'ai regardé par la fenêtre la balançoire que Milton avait construite. Elle craquait doucement au vent. Un instant, je l'ai vu assis là, lisant le journal en fredonnant. J'ai posé ma main sur ma poitrine. Je crois que je vais rester ici, dis-je. Mais emmène Eddie avec toi. Elle adore les belles scènes. Nina sourit à travers ses larmes. Alors je porterai ta voix là-bas. La veille du sommet, elle m'a appelé par vidéo depuis une chambre d'hôtel avec vue sur le Capitole. Elle brandit un discours imprimé. Tout se termine par vos mots, dit-elle. Et elle les a lus. Je ne suis pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis l'auteur de ma propre fin. Je ne disparais pas silencieusement. Je m'épanouis. Bruyamment. Jusqu'à ce que le monde le remarque. Je n'ai pas parlé pendant un moment. J'ai juste hoché la tête. Ça ira, ma puce, murmurai-je. Ça ira très bien. Le lendemain matin, je me suis assis sur ma véranda avec Eddie. Nous avons partagé une tasse de café et regardé le lever du soleil, tranquillement et lentement. Tu crois qu'ils se souviendront de nous dans 20 ans? Demanda-t-elle. J'ai pensé au jardin. À Nina. Aux dizaines de femmes que nous avions sauvées simplement en disant la vérité. Non, dis-je en souriant. Je pense qu'ils construiront sur nous. Eddie a tendu la main vers moi. Et nous étions assises là, deux vieilles femmes à qui on avait dit que notre heure était venue, regardant l'avenir prendre racine sous nos pieds. Cet après-midi-là, j'ai eu une crise. Ma poitrine palpitait. Ma vision était trouble. Mais j'étais calme. Je me suis allongée sur le canapé, enveloppée dans la courte pointe que ma mère avait cousue en 1947. J'ai placé la photo de Milton sur ma poitrine et j'ai regardé le plafond, respirant le parfum de mélisse officinale provenant de la fenêtre du jardin. Je n'avais pas peur. J'avais déjà gagné. J'ai fermé les yeux, non pas pour disparaître, mais pour me reposer. Parce que le travail, ça continuait toujours. Winona Albrook est décédée tranquillement un mardi matin. Il n'y avait pas d'ambulance. Pas de moment final dramatique. Juste la lumière du soleil se faufilant à travers les rideaux de dentelle. Et une femme qui avait fait tout ce pourquoi elle était venue ici. C'est Eddie qui l'a trouvée, toujours vêtue de son vieux pull bleu, la couette sous le menton, la photo de Milton sur la poitrine et un léger sourire aux lèvres. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle s'est juste assise à côté de son ami, lui a pris la main et a murmuré. « Tu as réussi, Win. Tu as vraiment réussi. » À midi, la nouvelle s'était répandue. La cour avant était pleine de monde. Des voisins. Des journalistes. Des survivants. Des bénévoles. Même le maire est arrivé en costume froissé, son chapeau à la main comme un enfant. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce ne sont pas les fleurs qu'ils ont apportées, Sestons l'a amené. Lorraine est venue. Seule. Elle n'essaya pas d'entrer. Elle se tenait près du magnolia, serrant un lys. Son regard était creux mais doux. Eddie sortit et hocha la tête, les lèvres pincées, puis lui prit délicatement la fleur des mains. Pas de mots. Pas de pardon. Juste du chagrin. Une semaine plus tard, nous avons enterré Winona sous les roses. Pas dans un cimetière. Dans le jardin qu'elle a construit. Sa volonté était claire. Laissez la maison vivre. Laissez les racines s'approfondir. Faites-leur savoir que j'étais là et que j'y suis restée. Et c'est ce que nous avons fait. Sa pierre était simple. Pas de date. Juste des mots. Toujours là. Le monde bougeait,
mais la maison silencieuse ne s'arrêtait jamais. Au lieu de cela, il a fleuri. À l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, Nina est retournée à Greenville avec une équipe de tournage et une subvention nationale de la Coalition pour les droits des femmes. Elle venait d'obtenir un financement pour ouvrir 4 autres maisons du silence à travers le pays: Denver, Des Moines, Tallahassee et Oakland. Chacun suivrait le plan de Winona. Un havre de paix. Un jardin. Une chaise près de la fenêtre pour raconter des histoires. Et au-dessus de l'entrée de chaque maison, sculpté dans du bois récupéré, les mêmes mots seraient accrochés. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un fondement. Lorraine, malgré tous ses échecs, n'a jamais contesté le testament. Au lieu de cela, elle s'est portée volontaire discrètement dans un refuge pour femmes de Charleston. Pas de presse. Pas d'interview. Juste récurer les sols et plier des vêtements donnés aux femmes qui n'avaient nulle part où aller. Elle a envoyé une seule lettre à la Keaos cet automne-là. On pouvait y lire. Elle a construit quelque chose que personne ne pouvait détruire. Merci de l'avoir laissé debout assez longtemps pour terminer. Ce n'était pas signé. Mais nous le savions. Les années ont passé. La maison a vieilli, mais n'a jamais faibli. Eleanor enseigna le piano jusqu'à ce que ses mains ne puissent plus tenir les touches. Le petit-fils de Marlène se maria dans le jardin. Janice s'éteignit paisiblement dans le coin lecture, entourée de livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire étant plus jeune. Et chaque printemps, le premier jour chaud d'avril, le porche se remplissait de femmes, nouvelles et anciennes, rassemblées pour ce que nous appelions la cérémonie du toujours là. Ils racontaient des histoires. Ils ont planté des graines. Ils ont lu les noms des femmes qui étaient décédées, et ont allumé des bougies pour celles qui venaient d'arriver. Un par un, ils se levèrent et dirent: J'ai été effacé. Mais j'ai trouvé ma voie. J'ai été abandonné. Mais j'ai trouvé ma maison. J'ai été oublié. Mais maintenant, je suis toujours là. Le documentaire de Nina a été intégré à la bibliothèque du Congrès 5 ans après la mort de Winona. Eddie a vécu assez longtemps pour le voir. Elle était assise au premier rang lors de la cérémonie à Washington, D.C., vêtue d'un foulard rose vif et tenant une photo plastifiée de Winona souriant dans son jardin. Lorsqu'on lui a demandé ce que Winona aurait dit à propos de cet honneur, Eddie n'a pas hésité. Elle ne se soucierait pas de la célébrité. Elle se soucierait qu'une autre femme ne se retrouve pas exclue de sa propre vie. Les roses continuaient de fleurir. Chaque année. À coup sûr. Et les gens sont venus de tout le pays juste pour les voir. Ils marchaient sur le chemin de pierre. Ils lisaient la plaque. Ils s'asseyaient sur la balançoire que Milton avait construite. Et certains pleuraient, non pas de tristesse, mais parce qu'ils reconnaissaient une part d'eux-mêmes dans la femme qui avait vécu ici. Elle n'était pas parfaite. Elle était puissante. Pas fort. Mais durable. Winona Albrook n'a jamais voulu se venger. Elle voulait un souvenir. Et elle l'a eu. Non pas par l'amertume, mais par la beauté. Pas avec du feu, mais avec des racines. Alors si vous lisez ceci, si vous vous êtes déjà senti petit, rejeté ou trop vieux pour avoir de l'importance, rappelez-vous. Tu n'es pas un fantôme. Tu n'es pas un fardeau. Tu es un début. Et toi aussi, tu es toujours là.